Bonjour tout le monde. Moi, c'est Yon Nanyatibia, comme commenté. Je viens de Tecnalia, c'est un centre de recherche, centre technologique côté espagnol, mais on a aussi des activités en France. Et je viens vous présenter un travail que l'on fait sur la génération automatique de robots avec de la vision 3D. Alors, qui sommes-nous? Je pense que vous ne nous connaîtrez peut-être pas. Tecnalia, c'est le centre technologique privé plus grand en Espagne. C'est une entité privée à but non lucratif. Et bon, nous sommes surtout basés dans le Pays Basque côté espagnol. C'est là où nous avons tous nos centres de développement. Saint-Sébastien, Bilbao et Vitoria. Moi, je travaille à Saint-Sébastien, mais nous avons aussi des bureaux en France. Nous avons historiquement un bureau à Montpellier, en collaboration avec l'IRM. Et maintenant, depuis 2019, nous avons un bureau à Bordeaux. Et bon, nous avons aussi quelques délégations commerciales dans d'autres endroits en Espagne, et on commence à s'étendre aussi à l'international. Alors, Tecnalia, où se positionne par rapport à l'écosystème de R&D, robotique, entreprise? On dit qu'on se situe à peu près entre la recherche qui est faite dans les universités et les besoins de R&D des entreprises. Notre mission est de faire ce transfert technologique, d'essayer de monter en TRL pour mener les recherches plus fondamentales vers des applications industrielles réelles. Comme je vous disais, nous sommes le centre le plus grand en Espagne, 1500 personnes, chiffre d'affaires de 128 millions l'année dernière. Et à peu près, nous avons un mix de 50% de contrats avec des entreprises privées et des contrats publics subventionnés. Profil type de personnes, nous sommes 300 avec 300 docteurs parmi les 1500. Alors, nous avons un profil ingénieur-chercheur très appliqué. Alors, la robotique à Tecnalia, je vous ai dit, on est 1500, c'est pas 1500 personnes qui travaillent dans la robotique. Nous avons beaucoup d'unités et la robotique, c'est un des piliers fondamentaux, mais on sera une 70 personnes à faire de la robotique à Tecnalia dans différentes verticales, en santé, en construction. Et moi, j'appartiens à l'unité de industrie et mobilité. Et bon, on a des développements dans la robotique chirurgicale qu'on a vu ce matin. Nous avons aussi pas mal de développements en des applications de construction. Mais le gros de l'activité robotique, c'est en industrie et mobilité dans pas mal de secteur aéronautique, automobile et autres. Alors, pour rentrer un peu dans un sujet un peu plus technique que l'on a préparé pour vous présenter aujourd'hui, très en relation avec tous les thèmes qu'on a vus cet après-midi, de génération automatique, en ligne, vision. Alors, bon, nous, on travaille dessus aussi. La robotique, on a vu que c'est quelque chose qui est très présent dans l'industrie actuellement, très implanté dans certains secteurs comme l'automobile, dans lesquels les robots font des tâches répétitives avec des séries très longues. Mais ça reste un grand défi d'implanter la robotique dans des problèmes dans lesquels nous n'avons pas une série aussi longue. Alors, ça, c'est dû au coût d'intégration, coût de programmation hors ligne des trajectoires robots qu'on a commenté avant. Et bon, si on se centre, on veut analyser l'applicabilité de la robotique dans certains types d'opérations, par exemple pour faire de la peinture, du polissage, de l'évadurage sur certaines pièces. Si on a des séries très longues, des modèles CAO, des pièces avec lesquelles on veut travailler, on pourra aller avec une robotique plus traditionnelle. Mais lorsque l'on rencontre des clients qui n'ont pas de modèle CAO des pièces avec lesquelles ils doivent travailler, souvent où ils ont des modèles CAO mais une variabilité très grande, les coûts d'intégration d'une robotique traditionnelle sont trop élevés pour justifier l'introduction d'un robot dans ce type de tâches. Alors il faut penser à des façons de travailler différentes, comme celle que l'on a vue cet après-midi,
en introduisant des capteurs, en introduisant une programmation plus intelligente des robots et en essayant de faire une robotique plus flexible, plus adaptative aux contraintes des tâches qu'ils doivent faire. Alors, ce type d'approche s'applique quand nous avons typiquement ces cas de très grande variabilité, manque de CAO, pièces déformables. On peut avoir un CAO de la pièce, mais que la pièce réelle que le robot retrouve lorsqu'il va faire l'opération a une certaine déformation par rapport au modèle préalable. Alors, l'approche que l'on présente ici, c'est ce qu'on appelle scan and plan. C'est un concept qui date de quelques années. C'est d'enlever cette partie de programmation hors ligne du robot et d'essayer de faire que le robot soit suffisamment intelligent pour générer les trajectoires en temps d'exécution. Alors pour réussir ça qui paraît simple, il y a pas mal de technologies qui sont derrière chacune de ces étapes. C'est ce qu'on va approfondir un peu maintenant. Alors pour arriver à résoudre le problème avec cette approche, nous avons une première étape dans laquelle on devra scanner la pièce que l'on ne connaît pas préalablement. Et sur ce scan de la pièce, on va générer nos trajectoires robot en ligne, en temps d'exécution. Et là, on va voir à la suite qu'on peut générer toute une famille de trajectoires différentes en fonction des opérations que l'on veut faire. Ça peut être des trajectoires sur le périmètre d'une surface que l'on a détectée pour faire un ébavurage ou une trajectoire sur la totalité de la surface de la pièce pour faire un polissage ou de la peinture. Alors ici une vidéo des premières approches que l'on a faites pour présenter le concept. On va voir ici le robot en train de faire l'acquisition de la pièce. Ici, c'était une version dans laquelle on travaillait uniquement sur des surfaces plates. Alors, nous avons eu un scan avec la caméra. On a généré les trajectoires. On va en simulation, puis s'exécute. Et après, à la fin, on peut faire une inspection de qualité avec un profilomètre laser. Pour montrer qu'on ne triche pas, en temps d'exécution, on change de pièce et le robot détecte la nouvelle géométrie et génère en ligne les nouvelles trajectoires. Et ici, on voit qu'on exécute les trajectoires de polissage pour couvrir la totalité. Et ici, la trajectoire d'évavurage sur le périmètre de la surface. Alors si on rentre un peu plus en détail dans chacune des technologies qui sont nécessaires pour arriver à ce stade, nous avons la première partie d'acquisition des données pour identifier cette pièce. Alors ici nous travaillons avec des caméras 3D que l'on a vu dans les présentations précédentes aussi. Ces caméras, il y a déjà dans le marché plusieurs fabricants de ce type de caméras. Si on a besoin de faire des opérations qui ont des besoins de précision très restrictifs, il faudra qu'on aille sur des caméras de type Zivid, Photoneo, que peut-être vous connaissez, qui sont déjà un peu coûteuses, mais vont nous donner le nuage de points avec une qualité suffisante pour pouvoir exécuter l'opération. Ces caméras, typiquement, elles fonctionnent en projetant ce qu'on appelle une lumière structurée, projette un pattern lumineux avec des patrons connus et en mesurant la déformation de ce patron, reconstruisent un nuage de points. C'est une capture de l'information RGB de chaque pixel et en plus l'information de profondeur par rapport au système de coordonnées de la caméra. Alors nous avons à la fin un XYZ de chaque pixel. Pour l'inspection de qualité, on va utiliser souvent des capteurs qui sont un peu plus précis, comme style profilomètre. C'est une technologie qui peut donner une meilleure qualité. Et en fonction de l'inspection de qualité que l'on veut faire, ce sera nécessaire d'aller jusqu'ici. Quand on parle de précision du nuage de points que l'on peut reconstruire, il faut
aussi tenir compte de l'erreur que va introduire le robot. Alors bon, même si on va vers des capteurs plus précis, après si on fait la reconstruction dans un balayage avec le robot, on doit tenir compte de ces erreurs qui seront introduites. Mais bon. Après, alors, avec le capteur, on reconstruit un nuage de points. Mais un nuage de points, c'est pas un objet facile à maîtriser pour générer des trajectoires robots. Alors, du nuage de points, ce qu'on doit faire, c'est faire un maillage pour avoir des données qui sont plus exploitables du point de vue de la génération de trajectoires robots. Alors, des données qui sont acquises par ces caméras que l'on voyait avant, ce que nous avons, c'est le nuage de points. C'est cet ensemble de pixels avec l'information de position par rapport à la caméra. Et ce qu'on va faire, c'est construire un maillage en faisant aussi un filtrage. Et c'est dans cette étape-là où on va faire aussi une segmentation pour détecter l'objet d'intérêt. Si on veut faire un évaluage sur le projet, il faudra, dans ce nuage de points, éliminer la table, segmenter l'objet et identifier la surface et pour pouvoir utiliser ce maillage dans la phase postérieure de génération de trajectoires robots. Et alors on rentre ici dans le sujet qui a été présenté avant, dans plusieurs des présentations, mais dans la présentation d'Eureka notamment, dans laquelle on parlait de génération de trajectoire, hors ligne, en ligne. Qu'est-ce qu'on comprend par génération de trajectoire? Bon, dans cette application, il y a énormément de génération de trajectoires, comme vous pouvez le voir, mais on distingue deux étapes différentes. On doit générer d'abord une trajectoire de l'outil pour l'opération que l'on veut exécuter. Ce serait ce qu'on appelle le tool path planning. Ce serait du maillage que l'on a obtenu dans l'étape précédente, générer les points de passage pour l'opération que l'on veut exécuter. Alors ici, nous utilisons la bibliothèque Noether qui permet d'implémenter ses propres politiques de génération de trajectoires d'outils en fonction des paramètres que l'on veut ajuster. Notamment, si on veut faire un polissage sur une surface, on pourra appliquer une politique de génération de trajectoires parallèles, mais en donnant l'option à l'utilisateur de définir la séparation entre chacune de ces trajectoires parallèles. Si l'on veut faire de la peinture, ce sera une politique similaire, mais avec un offset que l'on pourra définir dans cette étape pour éloigner l'outil du robot de la pièce. C'est le genre de paramètres qui seront mis à disposition de l'utilisateur pour ajuster l'application aux besoins du client. Et après, une fois que l'on a défini la trajectoire que l'on veut que l'outil fasse par rapport à la pièce, nous rentrons dans le deuxième problème que l'on voyait avant, c'est la génération de la trajectoire robot. On sait quel est le chemin que l'on veut que l'outil parcours par rapport à la pièce, mais on ne sait pas comment l'exécuter par le robot. Alors ici, il y a toute une autre famille d'algorithmes, de recherche, c'est un problème ouvert, et bon, on en a parlé avant. Dans le contexte dans lequel on se trouve, on met certaines contraintes au problème pour essayer de générer des trajectoires dans des temps de calcul raisonnables, parce que sinon c'est un problème qui peut exploser. Alors notamment on utilise la bibliothèque Descartes qui permet aussi de jouer avec pas mal de différentes politiques pour cette génération de trajectoires. Et Descartes, basiquement, c'est un algorithme de recherche de chemin optimal sur un graphe. Ici, si on regarde ce graphe, ce qu'on représente ici dans chaque nœud du graphe, c'est pour une ligne du graphe, nous avons toutes les combinaisons possibles de différentes configurations de robots qui atteignent un point de la trajectoire de l'outil que l'on a obtenu dans la phase précédente. Comme vous pouvez l'imaginer, ceci peut être infini en fonction des contraintes du problème.
Mais bon, ici on se situe dans des conditions, on applique des restrictions pour avoir une taille de graphe raisonnable et que le temps de calcul de trajectoire robot soit raisonnable en temps d'exécution. Et bon, et ici, chaque ligne représenterait chacun des points de cette trajectoire outil, et l'algorithme va nous chercher une trajectoire optimale en fonction de certains paramètres que l'on définisse. On peut essayer. C'est un algorithme très flexible aussi, un outil très flexible qui nous permet de définir des degrés de liberté extra. Par exemple, si on va faire un polissage ou une peinture, on peut laisser libre le degré de liberté en Z de l'attaque de l'outil pour essayer de trouver des solutions qui sont plus optimales par rapport à la configuration du robot et éviter des singularités, par exemple. Alors bon, ici, il y a tout un domaine de recherche ouvert et bon, nous, on applique des algorithmes avec certaines contraintes pour pouvoir aborder le problème en temps d'exécution. Et bon, après, une fois que l'on a généré la trajectoire que l'on veut que le robot exécute, la trajectoire à la fin, ça va être une série de configurations de chacune des articulations de robot dans le temps. On va passer à l'exécuter. Et l'exécuter, quand on fait des opérations comme un polissage, par exemple, on peut faire une exécution aussi adaptative en fonction de ce que le robot peut percevoir en temps d'exécution. Pour un polissage, on veut pouvoir contrôler la force exercée par l'outil de polissage sur la pièce, et on sait que la trajectoire que l'on a générée ne va pas être parfaite parce qu'on a des erreurs par rapport à la géométrie de la pièce que l'on a acquis, après aussi dû à la précision du robot. Alors on va utiliser aussi les lectures du capteur de force pour adapter l'exécution de la trajectoire en ligne pour garantir que l'on maintient une trajectoire perpendiculaire à la surface avec la force désirée. Alors ceci, nous sommes en train de l'appliquer dans un cas industriel réel. Nous avons un projet européen qui s'appelle Converging, dans lequel on est en partenariat avec Ford. On est dans le secteur automobile. On disait que dans le secteur automobile, la robotique, elle est très implantée et elle a résolu tous les problèmes. Mais non, il y a encore pas mal d'opérations qui se font à la main dans une usine. Et notamment ici, nous avons le cas dans le projet, nous avons une usine dans la région de Valence qui, dans l'usine, il fabrique la voiture du début à la fin. Mais dans le projet, nous avons la partie de l'usine qui fait les carrosseries. Carrosseries avec des presses hydrauliques. Et dans les presses hydrauliques, il y a un problème. Nous avons les matrices, je crois, c'est les moules sur lesquels la presse va presser les parties métalliques. Ces moules sont très, très chers à fabriquer parce qu'ils doivent avoir une précision très, très bonne, mais elles se dégradent dans le temps. Alors, ces matrices sont si chères qu'on ne peut pas fabriquer une nouvelle à chaque fois qu'il y a une certaine dégradation. Alors, dans l'usine, ils ont un atelier de réparation de matrices. Et ils nous disent qu'en moyenne, chaque matrice, 3 fois par an ou comme ça, passe par l'atelier de réparation. Et c'est une réparation qui se fait à la main. C'est des opérateurs qui ont un savoir-faire accumulé au long des années. Et c'est aussi des opérateurs que c'est dur à former, c'est dur à trouver. C'est une partie de l'usine qu'ils aimeraient bien automatiser aussi. Alors ici, l'idée, c'est d'utiliser cette technique de scan and plan, parce que ici, sur ces matrices, nous avons le modèle CAO, mais la réparation ne doit pas... C'est pas un polissage sur la totalité de la surface, mais c'est un polissage sur la partie qui a été réparée. Ça peut être parce qu'il y a eu certains matériaux qui se sont déposés ou une fissure qui a été remplie qu'il faut polir. Et alors, c'est du vrai sur mesure en fonction de la matrice. Alors, c'est
c'est un cas dans lequel faire une programmation hors ligne avec des intégrateurs experts à chaque fois qu'il faut faire une réparation n'est pas envisageable à cause de ces coûts d'intégration dont on parlait. Alors c'est un projet dans lequel Scan&Plant se raccroche très bien. Alors ici, on a fait évoluer le prototype que l'on voyait au début. Ici, c'est les premiers travaux que l'on a mis en marche. La première vidéo ne s'est pas mise en marche. D'accord. Bon. Ici, on montre comment on est en train de travailler sur des géométries chaque fois plus compliquées, parce que sur ces matrices, nous allons retrouver des géométries complexes. Et on a évolué la version initiale de Scan&Plant pour faire de la génération de trajectoires en ligne sur ces surfaces un peu plus complexes. Et ici, on voit l'exécution qui est adaptée en ligne en fonction des lectures du capteur de force qu'a ce robot. Ici, on est en train d'utiliser le capteur de force qu'intègrent les bras UR, les URE. L'autre vidéo n'a pas démarré. Est-ce qu'on la voit? C'est la première partie de l'opération, c'est la capture, l'acquisition et la génération de trajectoires. Ici, on voit, on est en train d'essayer de faire un outil dans lequel un opérateur non expert puisse ajuster ses trajectoires avec une interface dans laquelle il puisse paramétrer ces aspects que l'on commentait avant de séparation entre lignes parallèles. C'est une petite interface dans laquelle un opérateur non expert qui ne sait pas programmer un robot puisse ajuster certains paramètres de ces trajectoires pour générer les trajectoires outils que l'on voyait avant. Et c'est tout. Des questions ?